Donc, bonjour à tous. Effectivement, nous avions voulu commencer la journée en musique avec un exposé qui vous propose de faire un petit peu une visite guidée des principales structures du cerveau qui contribuent à notre expérience de la musique. Et c'est un exposé qui s'inspire d'un spectacle que nous jouons avec les musiciens, que j'appelle à revenir, et vous ne me laissez pas tout seul, qui s'appelle l'Odyssée musicale du cerveau. Et dans lequel on raconte une histoire, et c'est cette histoire qu'on va vous raconter de façon succincte, puisque le spectacle dure 1h15 et que j'ai 30 minutes pour vous présenter tout ça. Donc l'intrigue du spectacle débute dans l'oreille interne au niveau de la membrane basilaire qui fait une drôle de chose, comme vous le savez, elle décompose les sons dans toutes les fréquences qui les constituent et elle code ces sons à différents endroits de la membrane basilaire que je vous ai développée ici, les fréquences graves étant devant vous et les fréquences aiguës restant près de l'oreille. Donc ce qui fait que lorsqu'on entend un objet sonore, en fait, cet objet est cassé en toutes ces composantes fréquentielles qui sont réparties sur toute la membrane basilaire. Et quand on entend deux objets en même temps, eh bien, ça se fait exactement de la même façon pour l'autre objet. Et si on écoute du piano, les notes du piano sont aussi éclatées sur la membrane basilaire. Donc le problème premier de notre cerveau, ça va être de comprendre cette pagaille d'informations, car vous voyez que toutes les constitutions de tous les sons que nous venons d'entendre, y compris celui-ci, se sont mélangées dans votre oreille, ce qui fait que vous avez peut-être pu rater quelques informations que je viens de vous donner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse des scènes sonores. C'est Albert Bregman qui a expliqué comment cette analyse se faisait. Cette analyse est très compliquée et comme le montre Nina Kraus, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans son ouvrage, il faut beaucoup d'intelligence à notre cerveau pour donner du sens à ce paquet d'harmoniques toutes mélangées que nous envoie la membrane basilaire. Ce que montre Nina Kraus, c'est que la musique, en donnant à entendre des structures très complexes, développe cette intelligence des sons et que ça a des implications pour tout le fonctionnement cognitif. Alors la première structure qui reçoit tout ce paquet d'harmoniques, c'est le tronc cérébral. Le tronc cérébral, dans le spectacle, on le présente un peu comme le détective privé du cerveau qui va analyser tous les petits détails du son, les petits déphasages temporels qu'il y a entre l'oreille droite et l'oreille gauche pour comprendre la scène sonore qu'il est en train d'entendre. Et le tronc cérébral, la qualité du travail, c'est ce que montre Nina Kraus, c'est très importante parce que ça a des conséquences sur tous les processus cognitifs qui vont se dérouler ensuite. Un enfant qui aurait un tronc cérébral pas assez efficace va avoir des difficultés à apprendre à l'école, par exemple. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que montre Nina Kraus, dont elle va nous parler tout à l'heure, c'est que la musique permet d'entraîner le tronc cérébral, de le rendre un bon détective privé du cerveau. Ça, c'est vrai chez les enfants, mais ça dure tout au long de la vie. Donc la première intervention que nous allons faire, musicale, elle est dédiée au tronc cérébral et aussi au travail de Nina Kraus.
Le tronc cérébral envoie les influx nerveux vers les deux cortex auditifs, droit et gauche, qui vont commencer à intégrer l'information et extraire quelques informations, par exemple comme la fréquence fondamentale. Ces deux aires du cerveau fonctionnent un peu comme des sœurs jumelles, elles sont très semblables, elles sont très complices, mais elles ont quand même des petites spécificités. Le fenêtrage temporel du cortex auditif droit le rend plus à même de traiter les dimensions de la hauteur, et le fenêtrage temporel du cortex gauche plus les dimensions rythmiques, notamment les dimensions très rapides du rythme. Dans notre spectacle, nous avons nos deux musiciennes qui représentent l'une le cortex auditif droit, qui est Amélia, et Marguerite, qui représente le cortex auditif gauche. Nous sommes des aires jumelles blotties dans les lobes temporaux. Nous décodons les rythmes et puis les notes et le tempo. De cortex auditif, nous travaillons en collectif. Si l'une de nous s'en va, ça donnerait un truc comme ça. Ah, 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 ah. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Les notes de musique forment une société. Une de nos missions, c'est de les analyser. Quand le tronc cérébral nous envoie de la musique, nous, notre travail, c'est trouver la tonique. Nous sommes des aires jumelles blotties dans les lobes temporaux. Nous décodons les rythmes et puis les notes et le tempo. De cortex auditif, nous travaillons en collectif. Nous chantons ce refrain dans la tonalité de Fa. Donc, les cortex auditifs droit et gauche vont faire tout un travail que nous n'avons pas le temps de détailler, mais je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Robert Zator, dont il nous parlera peut-être tout à l'heure, qui décrit cela. Une fois que ce travail est fait, les informations relatives à la musique vont s'étendre dans d'autres zones du cerveau, notamment le cortex temporal, le cortex frontal et le cortex pariétal, par des voies qui sont les voies dorsales et les voies ventrales. Et là encore, je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Robert Zator pour aller analyser en détail ce que font ces voies-là. Mais pour vous dire l'essentiel, à partir de ce moment-là, les réseaux de la mémoire de travail se mettent en route et le cerveau va pouvoir commencer à intégrer l'information et à extraire des structures, des organisations comme la tonalité, les thèmes, la métrique, qui correspondent à des organisations que les musicologues décrivent dans la musique. Donc, pour donner quelques exemples de ces organisations, j'ai personnellement travaillé sur la notion de fonction musicale. Passé un certain moment dans le cerveau n'entend plus des notes, il entend des fonctions. C'est exactement la même chose que ce qu'on a dans le langage. Dans la phrase suivante, au début, vous allez entendre des sons et très vite, vous allez entendre des fonctions. Si vous entendez des fonctions, vous comprendrez le sens de la phrase. Vous êtes prêts? Si, 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 prêt, si, sans, si, 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 sans, si, si, prêt. Je peux le faire avec des saucisses aussi. Si, 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 saucisse, si, sans, si, 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 sans, si, saucisse. Donc maintenant que les fonctions sont plus claires, avec les saucisses ça marche mieux, vous voyez qu'en fait chacun de ces sons a une fonction qui s'intègre dans un ensemble qui a une signification. C'est exactement la même chose en musique. Lorsque vous entendez de la musique, vous entendez des sons comme les si, 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 et puis ensuite vous entendez les fonctions. Et une fois que vous entendez les fonctions, vous comprenez le discours, et quand vous comprenez le discours, vous pouvez anticiper la suite des phrases et des idées. Et c'est exactement ce qui se passe en musique. Une fois que vous entendez le début d'une pièce musicale, votre cerveau va en avant et anticipe certaines suites possibles.
une démonstration immédiate. Si vous entendez ce début, vous allez anticiper cela plutôt que ceci, ou que cela, ou même ceci. Toutes ces fins sont possibles, mais ce n'est pas celle que vous avez anticipée parce que vous étiez parti sur une autre chose. Cette capacité prédictive du cerveau est essentielle en musique, et Robert peut-être y reviendra, c'est celle qui est liée à notre plaisir, parce qu'en fonction de ce que produisent les musiciens, et en fonction que ça résout ou non vos anticipations, vous avez plus ou moins de plaisir à entendre la musique. Donc cette notion de fonction montre bien que notre cerveau extrait une représentation abstraite des sons, et ensuite va faire des computations symboliques, c'est-à-dire des calculs sur des informations qui sont représentées de façon symbolique. Et là, la musique peut nous proposer des opérations logiques que j'ai envie de dire qui sont aussi complexes que celles que vous avez ici. Quelle est la valeur de x? Vous allez vite chercher dans votre mémoire les identités immarquables et vous trouviez la valeur de x2. C'est exactement ce que fait la musique quand vous entendez une variation. Vous entendez la variation et vous allez chercher le thème. Vous allez faire un travail d'abstraction pour retrouver une information symbolique et non plus sensible, parce que votre oreille ne l'entend pas. Et cette reconstruction est de type cognition abstraite et probablement fait intervenir des réseaux qui sont donnés par les voies ascendantes, peut-être les voies dorsales, peut-être Robert reparlera de ça tout à l'heure. Alors, dans notre spectacle, on fait un jeu comme ceci avec les auditeurs, on fait un jeu de mathématiques sonores. Et évidemment, on va vous proposer ce jeu et je laisse la parole à Amélia qui va vous présenter ce jeu après le fameux jingle que vous reconnaîtrez peut-être. Chers spectateurs et spectatrices, bienvenue au Collège de France. Nous avons invité aujourd'hui 4 compositeurs à qui nous avons demandé de venir jouer un thème très connu sous une forme déguisée. C'est ce qu'on appelle une variation. Nous accueillons d'abord messieurs Bach et Mozart, ainsi que messieurs Brahms et Gershwin. Votre tâche, identifier le thème caché et quel compositeur est l'auteur de chaque variation. Attention, un de ces compositeurs a dissimulé une petite blague. Il vous faudra identifier lequel. Alors attrapez tout de suite un stylo et une feuille de papier pour noter vos réponses. Je rappelle qu'il faut identifier le thème commun à chaque variation et si c'était celle de Bach, Brahms ou Mozart. Musique. En avant pour le deuxième extrait. Notez bien vos réponses. Et maintenant la troisième variation. Je rappelle vos choix entre Bach, Brahms, Mozart ou Gershwin.
maintenant pour la dernière variation. C'était la dernière variation, on peut les applaudir s'il vous plaît. En avant pour les résultats, le thème était donc bien entendu Joyeux anniversaire, 8 points pour celles et ceux qui avaient trouvé. Ensuite, dans l'ordre, nous avons eu d'abord Gershwin, puis Bach, Brahms et enfin Mozart. 2 points par bonne réponse. Et pour finir, c'est Mozart qui a joué sa fameuse plaisanterie musicale et pas Joyeux anniversaire. 4 points bonus pour celles et ceux qui l'avaient identifié. Et merci beaucoup pour votre participation. Une fois que l'on a compris le discours musical, qu'on a compris la fonction des notes et qu'on peut anticiper la suite des notes, il se passe quelque chose de très intéressant. Quand vous pouvez anticiper les événements, vous pouvez vous synchroniser avec les événements et donc vous pouvez bouger avec les événements. Donc tout le système moteur que je vous ai représenté brièvement ici va pouvoir se coordonner avec la musique et ce couplage auditivo-moteur va nous permettre de chanter, de travailler en musique, de danser. Et si nous sommes plusieurs à faire cela sur la même musique, bien vous voyez, ça a la conséquence que nous nous synchronisons aussi entre nous. Et c'est ce pouvoir de synchronisation que la musique offre à l'humanité qui a une valeur adaptative extrêmement grande puisqu'elle joue un rôle essentiel dans la cohésion sociale. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve la musique dans toutes les fêtes du monde entier. Il n'y a pas une fête qui se passe sans musique. Alors nous avons décidé que nous avions aussi envie de synchroniser nos cerveaux avec vous et de créer une sorte d'unité de cerveau pour entendre toute la suite de cette journée. Et nous vous invitons à une petite fête qu'Amélia va vous présenter maintenant. Alors, pour une petite fête du cerveau, nous avons cette chanson toute simple. Venez à la fête du cerveau, venez voir comme il est beau, il a des neurones de partout, de loin on dirait un chou. Venez à la fête du cerveau! Alors la cohésion sociale est peut-être une des raisons qui a fait que les capacités musicales ont été sélectionnées durant la phylogénèse, mais il y a peut-être une autre raison. Un des grands enjeux de la musique, c'est de réguler nos émotions, et on sait depuis les travaux magnifiques de l'équipe de Robert Zator, que vous pourrez retrouver toujours dans cet ouvrage, que la musique a le pouvoir de moduler le système de la récompense. Et le système de la récompense, c'est un peu le gouvernail du comportement animal, y compris humain. C'est un petit peu lui qui, comme un gouvernail
gouvernail de bateau oriente vos activités dans le temps. Et le fait que la musique puisse moduler le fonctionnement de ce système montre que la musique a une valeur adaptative quasiment biologique essentielle pour l'humanité. Il y a des personnes pour qui cette régulation émotionnelle est absolument vitale, ce sont les bébés. Nos bébés sont extrêmement fragiles, on n'en fait pas beaucoup et on n'a pas le droit de se tromper dans la façon dont on va les élever. Si on s'y prend mal et qu'on les perd, il n'y a plus d'humanité. Donc les psychologues ont pensé que toutes les aptitudes psychologiques qui contribuaient à la régulation des émotions chez le nourrisson avaient une valeur adaptative et auraient pu être l'objet d'une sélection naturelle. Donc le chant des bébés est essentiel pour la régulation des émotions. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Bien sûr, il n'y a pas que les bébés qui ont besoin de voir leurs émotions régulées tout au long de la vie. Nous aussi, adultes, nous avons besoin de réguler nos émotions. Et parfois, la vie nous réserve des coups qui sont très durs. Et il faut aller chercher des émotions, il faut aller chercher de l'énergie pour se battre. Et à ce moment-là, la musique est une force de révolution. Et c'est la raison pour laquelle tous les régimes totalitaires ont eu peur de la musique et ont essayé de contrôler la musique. Et parfois, on peut vivre des choses si difficiles qu'on en vient à douter de soi, à douter de notre raison d'être sur Terre. Et on peut alors éprouver une extrême difficulté à tout simplement exister. La musique reste là comme un ange gardien pour nous accompagner, nous réconforter et nous aider à accepter notre condition d'être humain. Come, my love, come and shine with your light on me. Come and play with the chimes in the belfry. Come with me and hold me in your arms. Let me feel your tenderness and your warmth. When the rain is falling hard, and the storm is far from over, my lady love, that's you. You give me warmth in the night. You take away my sadness. My lady darling, it's true. I'll give my world to you. Let me show you how. Let me show you now. I long to hear your voice, need the night for long, and to gaze for a while into your eyes reborn. And though my mind sometimes gets weak and cold, you remain like a song in my heart and soul. When the rain is falling hard, and the storm is far from over, my lady love,
that's you. You give me warmth in the night. You take away my sadness. Oh, my lady darling, it's true. I'll give my world to you. Let me show you how. Let me show you now. Pour toutes ces raisons, la musique nous accompagne tout au long de la vie, de la naissance jusqu'à la fin de la vie. Et évidemment, cela va imprégner fortement nos réseaux de mémoire. Et nous avons construit une identité musicale. Et cette identité musicale, on l'utilise, nous autres psychologues, lorsque nous travaillons avec des patients qui ont perdu certains aspects de la mémoire, notamment les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est une façon de retravailler sur ces réseaux de mémoire, de retravailler sur ces réseaux d'apprentissage que d'utiliser la musique. Donc la musique imprègne profondément notre personnalité, toutes les musiques que nous avons écoutées durant notre vie. Et pour les ethnomusicologues, ce rôle est essentiel pour la vie des sociétés. Les ethnomusicologues disent que les musiciens sont des passeurs de mémoire, d'où le titre du prochain livre de Bernard Lorta-Jacob, les musiciens passeurs de mémoire. Cette mémoire musicale collective joue un rôle essentiel pour nous, pour notre construction personnelle, mais aussi pour nos interactions sociales. Donc aujourd'hui, si nous avions plus de temps, nous aurions sondé notre mémoire collective, mais Jérémy va juste envoyer un tout petit jingle, quelques secondes de musique, et vous allez voir, ça va tout de suite réveiller ces réseaux de la mémoire. Donc, vous voyez dans cet petit aperçu que la musique stimule tout un ensemble de processus qui sont liés à la cognition, aux émotions et à l'action. C'est ce que nous avons appelé avec Barbara Tillman une symphonie neuronale, reprenant un concept qui est bien utilisé dans le domaine. Et ce qui nous semble particulièrement pertinent avec la musique, c'est qu'elle synchronise l'ensemble de ces processus, c'est ce que représente ce triangle, et elle fait travailler tous ces groupes de neurones en synchronie temporelle. Cette synchronisation a un rôle extrêmement important pour la plasticité cérébrale. Et nous pensons que peut-être la particularité de la musique, l'avantage que la musique donne à l'éducation, c'est de permettre aux enfants de construire une personnalité sur laquelle ces trois blocs, cognition, émotion et action, vont entretenir des relations extrêmement complices. En Occident, ces trois blocs sont facilement dissociés. On est assis, on doit réguler nos émotions et on doit être très intelligent. Si on fait ça avec un enfant, on risque d'avoir un enfant un peu morcelé. Et je pense, et la proposition sur laquelle mes collègues vont maintenant revenir, que l'avantage que la musique a pour l'éducation, c'est qu'au contraire, elle construit des enfants qui sont assis sur ces trois blocs de façon complice et que, par les boucles interactives qui s'établissent entre eux, chacun des blocs, cognition, socio-cognition, action, vont en profiter. Et je pense que tous les effets bénéfiques que la musique a sur la cognition, dont ma collègue Assa Labibi va maintenant parler, sont dus à cela. Merci pour votre attention, merci aux musiciens qui étaient avec moi. Merci à Emmanuel Bigan, merci à Amélia Donnier, Steve Duhong, Marguerite Dehors, Jérémy Vissot. Je crois qu'on ne pouvait pas rêver plus belle introduction à toute la complexité du phénomène musical, depuis ses dimensions culturelles et mnésiques jusqu'à ses dimensions perceptives et ce parcours dans le cerveau, schématique bien entendu, mais on va essayer de le préciser maintenant. De même que je voudrais préciser qu'Emmanuel Bigan est professeur à l'Université de Bourgogne, professeur à l'Institut universitaire de France et directeur de recherche au CNRS, et donc auteur de ce livre qu'on voyait, je crois, dans la diapo précédente, La symphonie neuronale, que je vous recommande très vivement comme introduction au cerveau musical.